Alors, bonjour. Donc, au cours de cette séquence, nous allons étudier le spectre atomique. Pour ça, donc, nous allons commencer par observer le spectre d'émission de l'élément hydrogène, ensuite le spectre d'absorption, toujours du même élément. Nous allons ensuite euh, voir le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène et on va voir comment Bohr a pu expliquer, donc, par son modèle atomique de l'atome d'hydrogène, il a pu expliquer donc, le spectre d'émission et le spectre d'absorption de l'élément hydrogène. Et puis, on va calculer ensuite les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène et on va appliquer la formule de Planck. On va voir ce que c'est. Et à la fin, nous irons donc calculer carrément les longueurs d'onde des radiations émises ou absorbées par l'élément hydrogène. Et on fera une généralisation donc de la quantification des niveaux d'énergie atomique. Voilà. Alors, on va commencer par le spectre d'émission de l'élément hydrogène. Donc, alors, lorsqu'on a un gaz, par exemple du dihydrogène, il suffit de le chauffer ou bien de l'exciter par des électrons, par exemple, par une décharge électrique. Ce gaz, il va émettre donc une radiation lumineuse. Alors, le faisceau issu de ce gaz, à la traversée donc ici d'un prisme, il va se décomposer et on va obtenir sur un écran ce qu'on appelle le spectre discontinu de la lumière émise par l'élément hydrogène. Alors, ce spectre, il est constitué donc tout simplement par euh, quatre traits colorés, donc qu'on appelle radiation tout simplement, ou quatre raies colorées de longueurs d'onde différentes et de couleurs différentes. Et ce spectre est un spectre donc discontinu. Alors, chacune de ces radiations est caractérisée par sa longueur d'onde. Par exemple, le violet ici, il a une longueur d'onde égale à 410 nanomètres, le bleu 434 nanomètres, la radiation indigo ici autour de 486 nanomètres, et enfin la radiation rouge de 656 nanomètres. On va essayer de retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, ces valeurs par le calcul en utilisant le modèle de Bohr. Alors ça, c'est le spectre d'émission de l'élément hydrogène. Alors maintenant, le spectre d'absorption de l'élément hydrogène, donc il suffit pour ça d'éclairer avec une lampe qui émet une lumière blanche du gaz d'hydrogène froid. Alors la lumière issue de ce gaz donc va traverser une fente et puis elle va être décomposée par un prisme et on obtient sur l'écran donc un fond coloré. C'est ce qu'on voit ici, avec des cannelures noires, en fait des traits noirs, qu'on appelle des cannelures. Chacune de ces cannelures a en quelque sorte est située en un lieu où la longueur d'onde est de l'ordre de 410 nanomètres, 434 nanomètres, 486 et puis 656. En fait, ce qui manque ici à ce spectre d'absorption, tout simplement, ce sont les radiations qu'on a vues tout à l'heure dans le spectre d'émission. Donc, en gros, c'est euh, un spectre continu dépourvu de quelques radiations. Donc, c'est ce qui fait qu'on va l'appeler un spectre discontinu. Ça, c'est donc le spectre discontinu de l'élément hydrogène, obtenu donc à la suite euh, d'un éclairement du gaz d'hydrogène par une lumière blanche. Voilà. Donc, pour expliquer tout ça, donc Niels Bohr, c'est un physicien danois. Donc, il a eu le prix Nobel en 1929, je pense. Alors, Niels Bohr, en 1913, il a proposé tout simplement un modèle de l'atome d'hydrogène qui était basé sur le modèle planétaire d'Ernest Rutherford. Alors, Ernest Rutherford, c'est un physicien néo-zélandais. Lui, donc, c'est lui qui a montré la structure lacunaire de l'atome.
Ça veut dire que l'atome était essentiellement constitué de vide et qu'à l'intérieur de l'atome existait donc un noyau, donc une partie chargée positivement, et autour de ce noyau, donc, il y avait des électrons, un cortège électronique qui gravitait autour du noyau. Donc, c'est ce qu'avait proposé donc, Rutherford à la fin, donc, vers les années 1800, la fin au début du 19e siècle. Voilà. Alors, sauf que le modèle de Rutherford ne pouvait pas expliquer, donc il présentait certaines failles et ne pouvait pas expliquer euh, le spectre d'émission de l'élément hydrogène. Alors, Niels Bohr, ce qu'il a fait, donc il a gardé le même modèle de Rutherford, sauf que il avait émis donc un certain nombre d'hypothèses concernant le nuage électronique hein, qui gravitait autour du noyau. Donc, alors, comme son modèle était basé sur l'atome d'hydrogène qui contenait qu'un seul électron, donc les hypothèses concernaient donc l'électron qui gravite autour du noyau atomique de l'élément hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé en premier lieu? Il a supposé que l'électron ne pouvait tourner autour du noyau atomique que sur des orbites ou des couches spécifiques de rayons de courbure constant, c'est-à-dire l'électron gravite autour du noyau suivant un cercle, puisque rayon constant, en fait, des cercles bien déterminés, de rayons bien déterminés. D'accord? Et puis, sa deuxième hypothèse, l'électron ne peut pas évoluer entre deux couches consécutives. Donc, il ne peut être que sur orbite. Il ne peut pas être entre deux orbites, en quelque sorte. Et lorsque l'électron se trouve sur une orbite, d'accord, il a une énergie donc bien déterminée. On dit que l'énergie de l'électron est tout simplement quantifiée. Et puis, euh, lorsque l'atome d'hydrogène, par exemple, n'est pas excité, c'est-à-dire il est dans son état stable, l'électron, son électron, occupe le niveau d'énergie le plus bas. C'est ce qu'on appelle le niveau fondamental. Donc ça, c'est en gros les hypothèses de Bohr concernant donc les électrons du noyau atomique. Alors, Bohr associe à chaque ray du spectre d'émission, par exemple, de l'hydrogène à l'émission d'un photon par un électron lorsqu'il change d'un niveau d'énergie supérieur vers un niveau d'énergie inférieur. Et puis, donc l'énergie du photon va être égale à delta E, qui est égale à l'énergie initiale moins l'énergie finale, qui vaut H fois nu. Avec nu, c'est la fréquence de la radiation émise, qui vaut tout simplement ici C sur lambda. Donc l'énergie du photon est égale H fois C sur lambda. Avec H, tout simplement, c'est la constante de Planck, d'accord, qui vaut 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde. Ça, en fait, c'est la relation de Planck. Donc l'énergie du photon égale à H fois nu. Et cette énergie n'est autre que la différence entre les niveaux d'énergie mis en jeu lors de l'émission. Donc on voit ici que sur ce diagramme énergétique, donc en quelque sorte ici, alors ça c'est ce trait horizontal, en gros, chacun de ces traits représente en gros une orbite de l'hydrogène. Et quand l'électron se trouve dans son état fondamental, donc il a une certaine énergie. Alors, lorsqu'il se trouve dans un premier état excité ici, il va avoir une autre énergie qui va être bien sûr supérieure, et ainsi de suite. Alors, Bohr, donc il associe à chaque radiation du spectre d'émission de l'élément hydrogène, donc tout simplement une transition énergétique d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Et donc, quand il transite
d'un niveau d'énergie à un autre, ou bien d'une orbite à une autre, il y a émission d'un photon. Et ce photon transporte une quantité d'énergie égale à h fois nu, et ce h fois nu va être égal tout simplement à l'énergie initiale moins l'énergie finale. Et à partir de là, on peut calculer, donc, moyennant cette longueur d'onde lambda, connaissant H et C, et connaissant l'énergie initiale et l'énergie finale, on peut déterminer donc la longueur d'onde de la radiation émise. Alors, il est à remarquer ici que, en fait, la transition énergétique sur ce schéma, donc, elle s'effectue de l'état initial, qui est un état excité, vers un état final. Donc ça, c'est un exemple particulier. Ça peut se faire aussi d'un état d'énergie excité supérieur vers un état d'énergie donc excité inférieur. Donc l'émission s'effectue d'une manière générale d'un niveau supérieur, d'un niveau d'énergie supérieur, vers un niveau d'énergie inférieur. Alors ça, en ce qui concerne donc le spectre d'émission de l'élément hydrogène. Voyons maintenant en ce qui concerne donc le spectre d'absorption. Là aussi, il associe à chaque cannelure noire, vous vous rappelez tout à l'heure, les cannelures noires du spectre d'absorption, en fait, c'est des radiations qui sont absentes, d'accord, qui ont été absorbées, qui ont été retenues par le gaz hydrogène qui était à froid. Alors, chaque cannelure noire est associée tout simplement à l'absorption d'un photon lorsque l'électron change d'un niveau inférieur, d'un niveau d'énergie inférieur, vers un niveau d'énergie supérieur. Alors, l'électron, il reçoit un photon et à ce moment-là, il va bien sûr grimper dans l'échelle des énergies pour bien sûr aller vers un niveau d'énergie plus important. Et donc, l'énergie du photon qui a été absorbée va être égale à l'énergie finale moins l'énergie initiale et qui vaut tout simplement ici H fois nu, qui est égal à H fois C sur lambda, toujours par application de la formule de Planck. Alors, voyons maintenant donc le modèle de Bohr. Alors, selon le modèle de Bohr, un électron absorbe de l'énergie sous forme de photon, d'accord, et accède à un niveau d'énergie supérieur si et seulement si, ça c'est très important, si et seulement si l'énergie du photon est égale à la différence d'énergie entre l'état initial et l'état final. Donc si le photon qui vient, il transporte une quantité d'énergie qui est différente, d'accord, de cette différence d'énergie, hein, qui correspond à deux niveaux d'énergie de l'atome, il ne sera pas, bien sûr, absorbé. Alors, donc, supposons qu'on ait un photon qui ait une énergie exactement égale à la différence de l'énergie entre l'état initial et l'état final, alors il sera absorbé. Et puis, après avoir été absorbé, ce qui va se passer, l'électron, il passe au niveau d'énergie supérieure, il va être dans un état excité. L'électron ne peut pas demeurer excité indéfiniment, donc il va essayer de retrouver un état plus stable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre rapidement un photon pour se retrouver donc dans un état d'énergie plus faible et plus stable. L'énergie du photon émis va être égale, bien sûr, toujours à la différence entre les deux niveaux d'énergie impliqués par la transition électronique. Alors, cette transition électronique d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, tout simplement, on l'appellera une relaxation, tout simplement, ou une désexcitation. Alors, Niels Bohr a montré que les niveaux d'énergie de l'électron, en effectuant des calculs, bien sûr, que les niveaux d'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène, donc, s'écrivent
sous la forme En égale à moins 13,6 sur n carré. Avec n ici, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique, c'est un entier supérieur ou égal à 1, et l'énergie ici est exprimée donc en électron-volt, sachant que un électron-volt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc ça, c'est l'expression des niveaux d'énergie de l'électron de l'atome de bord, de l'atome d'hydrogène, bien sûr. Alors, c'est une expression qui est spécifique à l'élément hydrogène. D'accord? Il faut faire attention ici, elle n'est pas valable pour les autres éléments chimiques. Alors, donc, on va calculer ces niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène pour différentes valeurs de N. D'accord? Alors, pour N égale à 1, on va voir l'énergie de l'atome d'hydrogène, à ce moment-là, n'est pas excité, il va occuper l'orbite la plus basse, il aura donc une énergie égale à E1 égale tout simplement à moins 13,6 sur 1 au carré, ça vaut moins 13,6 électron-volts. À ce moment-là, l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental et il n'est pas excité. Il est dans un état stable. Alors, le premier état excité de l'atome d'hydrogène correspond donc à un nombre quantique égal à 2, n égale à 2. L'énergie correspondante va être égale, toujours par l'application de la formule donc, de bord pour l'atome d'hydrogène, E2, ça va être égal à moins 13,6 sur 2 au carré. Ça vaut moins 3,4 électron-volts. Le deuxième état excité correspond au nombre quantique n égale à 3, et l'énergie correspondante va être égale à moins 13,6 sur 3 au carré, c'est-à-dire sur 9, ça vaut moins 1,51 électron-volts. Ainsi de suite, donc pour n égale à 4, ça va être le troisième état excité. Pour n égale à 5, ça va être le quatrième état excité, ainsi de suite. Alors, ici, quand n tend vers l'infini, donc on peut revenir sur l'expression de bord, lorsque n tend vers l'infini, donc l'énergie, ça tend vers 0. Alors, comme ça tend vers 0, donc on dit à ce moment-là que l'électron est libre de partir, puisque l'énergie qui le relie en fait au noyau atomique est nulle. Et à partir de là, comme il est libre de partir, l'atome, un atome qui, dans l'électron, est parti en quelque sorte, ça se transforme en un ion. Donc c'est pour ça que pour n tendant vers plus l'infini, le niveau d'énergie devient nul, c'est l'état ionisé de l'atome d'hydrogène. D'accord? Alors, tous ces niveaux d'énergie, on va les représenter donc dans un diagramme énergétique, d'accord, sur lequel donc on mettra donc l'échelle donc en électron-volts, et puis le niveau d'énergie le plus bas correspond à moins 13,6 électron-volts. C'est le niveau fondamental. À ce moment-là, donc l'atome se trouve dans un état stable. Le premier état excité donc, correspond à n égale à 2. L'énergie correspondante est égale à moins 3,4 électron-volts, et ainsi de suite donc, pour les états supérieurs. Et lorsque n tend vers l'infini, donc ça représente pour nous l'état ionisé. Alors bien sûr, entre ces différents états, le quatrième, cinquième état, il y a une multitude de niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Nous, on s'intéressera en particulier aux 5 ou 6 premiers états excités et puis à l'état ionisé. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme énergétique de l'élément hydrogène, des niveaux d'énergie de l'élément hydrogène. Alors, nous allons maintenant, en utilisant le modèle de bord, ce modèle, nous allons essayer, par le calcul, de retrouver les radiations émises par
l'élément hydrogène à la suite d'une excitation électronique ou par chauffage. Alors, donc, on avait dit tout à l'heure que l'émission, en fait, d'une radiation correspondait à une transition énergétique d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Alors, d'après donc, le modèle de Bohr, donc, pour expliquer la radiation rouge de 656 nanomètres, cette radiation rouge correspond à la radiation, ou bien au photon émis, lorsque l'atome d'hydrogène passe du niveau d'énergie N égale à donc, 3, c'est-à-dire du deuxième état excité vers le premier état excité. À ce moment-là, donc, par cette flèche rouge, on a montré ici la transition énergétique d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Il s'agit donc ici d'une émission. Alors, calculons cette énergie émise, donc ce photon émis lors de cette transition. Alors, le photon émis, donc l'énergie du photon, va être égale à E3 moins E2. Ça va être égal tout simplement à H fois C sur lambda. On va appeler lambda 3, 2, c'est-à-dire la transition. Donc, le photon émis lors de la transition du niveau 3 au niveau 2. Donc, on va appeler lambda 3, 2. Alors, à partir de là, donc lambda 32, ça va être égal tout simplement à h, la constante de Planck, fois c, la vitesse de la lumière, sur E3 moins E2. Alors, application numérique, lambda 32 va être égal à h, c'est 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde, fois c, la célérité de la lumière, donc 3 10 à la puissance 8 sur E3. Alors, la valeur de E3, c'est moins 1, 51. La valeur de E2, c'est moins 3,4. Donc, ça fait moins 3,4, ça nous fait plus 3,4 électronvolts. Alors, l'électronvolt, on va le transformer en joules. Donc, on écrit ici fois 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. Alors, si on fait nos petits calculs, on va trouver que cette longueur d'onde, tout simplement, égale à peu près 656 fois 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 656 nanomètres. De la même manière, on peut procéder au calcul des autres radiations. Donc là, par exemple, on peut faire le même calcul pour la transition énergétique qui a donné donc un photon de longueur d'onde lambda égale à 486 nanomètres. C'est la transition du niveau 4 au niveau 2. Donc là aussi, E4 moins E2 égale à HC sur lambda 42. Donc la longueur d'onde est égale à HC sur E4 moins E2. Donc on peut retrouver facilement application numérique lambda 42, c'est la longueur d'onde. Ça vaut ici 486 nanomètres. Alors, on voit donc ici, par application de la formule de Planck, et donc des niveaux d'énergie de l'élément hydrogène, on a pu donc expliquer le spectre d'émission de l'élément hydrogène. Alors, cette, en quelque sorte, ce qu'on vient d'écrire ici, à partir du modèle atomique,
Alors, il se trouve qu'en 1888, quelques années auparavant, avant donc la naissance du modèle atomique de Bohr, un certain physicien appelé Jonas Rydberg, c'est un physicien suédois. Il s'est basé sur les travaux d'un professeur de mathématiques suisse, Balmer. Il s'est basé sur ses travaux et il avait établi donc que la longueur d'onde des radiations émises par l'élément hydrogène satisfait à une relation mathématique, tout simplement, purement mathématique, la relation suivante qu'on appelle la relation donc ou la formule de Rydberg, 1 sur lambda égale RH, la constante de Rydberg, facteur de 1 sur m au carré moins 1 sur n au carré. C'est la formule de Rydberg qui a été donc établie de manière empirique. D'accord? On va essayer à partir du modèle de Bohr de retrouver un peu cette formule de Rydberg. Alors, sachant que ici, M et N sont des entiers, bien sûr, et N est un entier supérieur à M. Voilà. Alors, à quoi correspond ce N et ce M? N et M ici correspondent, selon le modèle de Bohr, au nombre quantique correspondant au niveau d'énergie En et au niveau d'énergie Em. D'accord? Alors, d'après la formule de Bohr, donc on a l'énergie de l'atome d'hydrogène quand il se trouve au niveau d'énergie En, c'est égal à moins 13,6 sur n carré. Lorsque l'électron se trouve au niveau d'énergie de nombre quantique n. Et lorsqu'il se trouve à un niveau d'énergie moindre, on va l'appeler Em, il va avoir une énergie égale à moins 13,6 sur m au carré. Alors, nous, on avait dit que, donc ça, c'est le diagramme énergétique de l'élément hydrogène. Ça, c'est le niveau d'énergie N et un autre niveau d'énergie Em de nombre quantique M, bien sûr, inférieur à N. Alors ça, c'est l'expression de En, et ça, c'est l'expression de Em. Alors, lors de cette transition énergétique du niveau N vers un niveau M, il va y avoir émission d'un photon d'énergie H fois nu. Et l'énergie du photon, H nu, va être égale tout simplement à En moins Em. L'énergie du photon, qui est égale à H fois nu, égale à HC sur lambda, va être égale tout simplement à En moins Em, ce qui revient à écrire ici, donc 13,6 sur n carré plus 13,6 sur m au carré. Bien sûr, ici, tout ça, je multiplie par, comme ça, c'est exprimé en joules. Donc, les énergies doivent être exprimées en joules. Donc, je multiplie ça par 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. Et donc, ce qui ramène à écrire tout simplement égal 13,6 fois 1,6, 10 à la puissance moins 19, facteur de 1 sur 1 carré moins 1 sur 1 carré. Ça, c'est HC
sur la longueur d'onde lambda. Et à partir de là, on peut exprimer que 1 sur lambda, ça va être égal 13,6 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 sur H, la constante de Planck, c'est 6,62 10 à la puissance moins 34 fois C qui vaut 3 10 puissance 8, le tout facteur de 1 sur m carré moins 1 sur 1 carré. Alors, tout calcul fait, on va trouver que ça, c'est de la forme RH, la constante de Rydberg, facteur de 1 sur m carré moins 1 sur 1 carré, avec RH égale à 109 677,576 cm moins 1. Voilà, c'est la constante de Rydberg qu'on a retrouvée ici, donc avec le modèle de bord. Alors, cette constante de Rydberg trouve son application dans le dépouillement de toutes les radiations qui sont émises par l'élément hydrogène lorsqu'il est excité. D'accord? En fait, nous, ce qu'on a observé tout à l'heure, uniquement les radiations visibles, c'est-à-dire qui appartiennent au domaine du visible, qui correspondent à la transition énergétique du niveau 3 vers le niveau 2, le niveau 3, 4 au niveau 2, 5, 2 et 6, 2. Ces quatre transitions, en fait, énergétiques, qui ont donné naissance à quatre radiations lumineuses du domaine du visible, on les appelle tout simplement les radiations donc, de Balmer ou bien la série de Balmer. Les transitions, donc, la série de Balmer, tout simplement correspond aux transitions énergétiques des niveaux donc n égale à 3, 4, 5 et 6 vers le niveau énergétique m égale à 2. C'est ce qu'on voit ici sur, donc on passe du niveau d'énergie n égale à 3 vers 2 pour 4 à 2, donc ça donne 486 nanomètres, de 5 à 2, ça fait 434 nanomètres, et de 6 à 2, donc c'est la série ici qui est représentée en noir, c'est la série donc de Balmer. Alors, la série qui correspond aux transitions énergétiques d'un niveau n supérieur à 1 vers le niveau d'énergie n égale à 1, c'est ce qu'on appelle ici la série de Lyman. Voilà, donc la série de Lyman correspond aux transitions énergétiques des niveaux n
supérieur à 1, c'est-à-dire de niveau d'énergie n égale à 2, 3, 4 et 5, et même jusqu'à 6, vers tout simplement le niveau fondamental, c'est-à-dire l'état stable de l'élément hydrogène. Alors, la série de Lyman, ici, on voit que toutes les radiations comprises entre donc, les radiations de la série de Lyman appartient au domaine des ultraviolets. Les radiations ultraviolettes sont toutes les radiations de longueur d'onde, donc bien sûr inférieure à peu près à 380 nanomètres. Donc voilà. Alors, pour la série, une troisième série de Paschen, la série de Paschen correspond aux transitions énergétiques du niveau 4 au niveau 3, du niveau 5 au niveau 3, du niveau 6 au niveau 3. Là, par exemple, la série de Paschen. Correspond tout simplement aux transitions énergétiques de l'électron, toujours, des niveaux n égale à 4, 5 et 6 vers le niveau m égale à 3. Donc, par application de la formule de Rydberg, donc, on peut retrouver donc, chacune de ces séries. Donc, la série de Paschen appartient au domaine de l'infrarouge. Ce sont toutes des radiations de longueur d'onde supérieure à voisinage supérieur à 800 nanomètres. Donc, on voit ici que la transition énergétique du niveau 6 au niveau 3 vaut 1094 nanomètres. De 5 à 3, ça fait 1282. Et puis, de 4 à 3, c'est 1875 nanomètres. Ce sont des transitions énergétiques, donc, qui ont donné des longueurs d'onde, des radiations, donc, qui appartiennent au domaine de l'infrarouge. Alors, maintenant, on va parler de l'ionisation de l'atome, en quelque sorte, lorsque l'atome d'hydrogène reçoit un photon d'énergie supérieure à la valeur absolue de l'énergie de l'état fondamental, c'est-à-dire supérieure à 13,6 électronvolts, le photon va être absorbé, l'électron de l'atome d'hydrogène va être libéré, d'accord, de l'emprise du noyau, et bien sûr, il sera éjecté avec une certaine énergie cinétique, EC égale à H fois nu moins la valeur absolue de E1. À ce moment-là, donc, l'électron se trouve dans un état libre, d'accord, et puis il n'est plus relié au noyau atomique, et donc il est libre de partir, et on obtient à ce moment-là un ion hydrogène. C'est la formation de l'ion. Donc on peut ioniser l'élément hydrogène tout simplement par des radiations de longueur d'onde bien déterminées, pourvu que ces radiations aient
une énergie supérieure ou égale à 13,6 électronvolts. Et donc, l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome pour arracher l'électron. Et cette énergie, elle vaut exactement 13,6 électronvolts. Si on fournit donc une énergie supérieure à 13,6 électronvolts, par exemple 14 électronvolts, ce qui va se passer, l'électron sera éjecté et le restant de l'énergie va servir tout simplement à l'atome, à l'électron éjecté pour se déplacer, donc sous forme donc d'énergie cinétique. Et à ce moment-là, donc si l'énergie du photon incident, par exemple H fois nu, est égale, par exemple, je prends un exemple égal à 14 électronvolts, alors l'électron sera émis avec une énergie cinétique égale à H fois nu moins la valeur absolue de E1, c'est-à-dire 14 moins 13,6, ça vaut 0,4 électron-volt. À ce moment-là, l'électron va avoir une énergie cinétique égale à 0,4 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 joules, et il sera éjecté avec une certaine vitesse v, telle que l'énergie cinétique égale à 1,5 fois la masse de l'électron fois la vitesse au carré, v au carré, la vitesse de l'électron. On va avoir à ce moment-là la vitesse v égale à 2 fois l'énergie cinétique sur la masse de l'électron, et puis on prend la racine carrée. Ça, c'est la vitesse avec laquelle l'électron sera donc émis. Alors, Frank Hertz, ce sont deux physiciens qui, en 1914, juste après, une année après le modèle atomique de Bohr, ce sont deux physiciens qui travaillaient un peu sur les tubes cathodiques et ils accéléraient des électrons donc, dans les tubes cathodiques qui étaient remplis de différents gaz. Eux, ils travaillaient sur des tubes cathodiques qui contenaient le gaz mercure sous faible pression. Alors, ils ont remarqué que en accélérant les électrons à l'intérieur de ce gaz, les électrons perdaient une quantité d'énergie bien déterminée de leur énergie cinétique qui valait 4,9 électronvolts et ne pouvaient pas perdre une énergie inférieure à cette valeur. Donc, quand les électrons atteignent une énergie cinétique égale à 4,9 électronvolts, à ce moment-là, il se produit, d'accord, une chute du courant électrique. Et ils ont remarqué que à ce moment-là, le gaz mercure commençait à émettre des radiations lumineuses qui appartenaient au domaine de l'ultraviolet. Alors, le calcul de la radiation lumineuse, la mesure de la radiation lumineuse émise montre que tout simplement l'énergie correspondant à cette radiation lumineuse, H fois C sur lambda, est égale, correspondait exactement à 4,9 électronvolts, l'énergie perdue par les électrons à la suite de leur collision avec les atomes de mercure. À partir de là, donc cette valeur vient corroborer un peu le modèle de Bohr pour montrer que les atomes ne pouvaient échanger d'énergie avec le milieu extérieur qu'à des quantités d'énergie bien déterminées. On dit à ce moment-là que les atomes ont des niveaux d'énergie quantifiés. Alors, on va faire une application maintenant.